Bonjour, Investissement Québec vous invite à découvrir son webinaire intitulé « Comment le capital québécois aide nos entreprises à conquérir le monde ». Il met en vedette les entrepreneurs chevronnés Dax Da Silva, président-directeur général de Lightspeed, Jean-Paul Chauvet, chef des revenus de Lightspeed, Louis Tétu, président-directeur général de Coveo, et notre animatrice, Sylvie Pinsonneau, vice-présidente au capital de risque, au fonds d'investissement et aux mesures fiscales d'Investissement Québec. Au moment de la diffusion en direct du webinaire, le 10 février dernier, plusieurs participants ont posé des questions. Les réponses sont disponibles à l'adresse investquebec.com/webinaire. Vous y découvrirez les faits saillants du webinaire ainsi que des conseils pour bâtir une entreprise dominante. Bon visionnement et continuez à nous suivre sur nos médias sociaux. Alors, merci Dax, Jean-Paul et Louis d'être avec nous aujourd'hui. Je pense que vous allez être convaincus autant que moi qu'on peut constater qu'on a des entrepreneurs devant nous qui sont vraiment des porte-paroles exemplaires pour le Québec. Et c'est justement pour ça que chez Investissement Québec, on a décidé de faire des investissements d'envergure dans chacune des deux entreprises, Lightspeed et Coveo. C'est parce qu'on était convaincus qu'on avait devant nous des leaders, des entreprises qui avaient le potentiel de devenir des leaders mondiaux. Et on sait qu'au Québec, on en a grandement besoin. Et pour nous aussi, chez Investissement Québec, investir à l'étape du capital de risque, c'est essentiel, c'est une priorité. Pourquoi? C'est parce qu'on sait qu'en stimulant l'innovation, on est en train de créer le Québec d'aujourd'hui, mais aussi on crée le Québec de demain. C'est pas le fruit du hasard, là, ce qu'on fait aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille avec nos partenaires pour bâtir un réseau de fonds qui est géré par des gestionnaires expérimentés et ça a permis la création d'une multitude d'entreprises. On se retrouve maintenant qu'on est capable de combiner les forces d'Investissement Québec avec celles de nos gestionnaires de fonds expérimentés et nos entrepreneurs à succès pour vraiment amener de la croissance, propulser la croissance des entreprises. Et c'est justement ce qu'on a fait avec Lightspeed, avec notre fonds partenaire performant qui est dirigé par Chris Arsenault, le fonds Innovia, où on a travaillé ensemble pour la levée de fonds et pour la croissance de l'entreprise. Ce que je dirais, c'est que on est en mesure de faire ça maintenant parce qu'on est capable d'occuper ce rôle compte tenu qu'on a un coffre d'outils complet et compte tenu aussi qu'on peut intervenir à différents stades. Quand je parle de coffre d'outils complet, je parle du capital action, des prêts, des garanties de prêts, des mesures fiscales, du programme immigrants investisseurs, etc. Et ça nous permet vraiment d'avoir un coffre d'outils qui est unique dans le marché. Ce que j'aimerais aussi partager avec vous, c'est qu'Investissement Québec, c'est un investisseur pour le long terme. On est un investisseur patient pour l'entrepreneur pour le long terme. Alors maintenant, on va passer à la période de questions. Et j'inviterai les gens dans l'auditoire de poser leurs questions parce qu'on va avoir du temps par la suite pour y répondre. Alors, on va commencer, tiens, avec Dax. Dax, peux-tu nous expliquer d'où est venue l'idée de créer Lightspeed? Oui. Merci Sylvie. Je suis né à Vancouver et je suis fier d'avoir choisi le Québec et la ville de Montréal pour fonder Lightspeed. En attendant de perfectionner mon français, je serai plus à l'aise de continuer en anglais. C'est parfait. Okay. So the idea for Lightspeed, early on, my father was a graphic designer. So we have a big history of designers, communications people in my family. And he used to bring home a Mac when I was a kid. And I became obsessed. I was also obsessed with art and design, and I think you can see that a lot in what Lightspeed does. But from an early age, I was apprenticing building software for an Apple developer at 13. And all through my teens, I was building software for the Apple-related and forestry companies in British Columbia. Really was what I was interested in is creating user interfaces that made difficult things beautiful and simple. And so that sort of
led to the creation of Lightspeed. So when I moved from Vancouver to Montreal in the early 2000s, I continued to build software here in Quebec. In 2005, I had the opportunity to start Lightspeed, and what really I think captured people is we were able to make running a store as easy as managing an iTunes playlist. So we made something very complex, like managing inventory and customers and all of the purchasing and the mechanics of running a store. We made it like the brilliant job Apple had done with iTunes. So we gave people power over their business and enabled small businesses to be empowered. And that here we are 10 years later, almost 11, 35,000 customers in retail, in restaurant, and now in e-commerce. And I think the mission is very much the same. The mission is if independent retailers, restaurateurs, and e-commerce merchants, if they don't have the tools and the systems, and they don't have the same cloud-based technology that the big chains have, that the Amazons have, then what is the hope for our main streets of our independent businesses that we love? And so I think it's I think it's a great story that some of this enabling technology for small business comes from Quebec. Because we have such a great history with retail, and we have such a vibrant food and restaurant scene, and we can see our software at work in revitalizing and bringing new life into these businesses. And so it gives us, because we're entrepreneurs all at heart, it's inspiring to build software that enables other people to take their passion and their dream and make that a business. But of course you need the systems to be able to make that a reality in the digital age. So that's sort of where we come from as a company in terms of why we build what we build. Louis, on connaît ton parcours à succès, notamment comme CEO et cofondateur de Taleo. On l'a dit tout à l'heure d'entrée de jeu, Taleo, ça a été le plus grand succès québécois en technologie, et avant aussi avec Berklin, qui a été aussi un très grand succès. Comment es-tu arrivé à Coveo et quelles leçons as-tu tirées de tes deux expériences précédentes? Ah mon Dieu, plein de leçons. Comment je suis arrivé à Coveo? D'abord, moi j'ai eu la chance très tôt dans ma carrière d'apprendre en fait via la transaction Berklin qui a fusionné avec la multinationale BAN. J'ai eu la chance d'être sur le comité de direction de BAN Worldwide, et puis à l'âge de 32 ans, vraiment d'apprendre les rouages du Enterprise Software. Alors moi, je suis un one-trick pony. Je connais le Enterprise Software au niveau global, et toute la dynamique de ce marché-là et surtout l'économique qui est liée à ce domaine-là. Évidemment, dans l'aventure, on a quitté BAN, on a fondé Taleo, tu en as parlé, ça a été une belle aventure également. Je suis arrivé en fait chez Coveo à titre d'investisseur. D'abord, lorsque j'étais chairman de Taleo aux États-Unis, je suis arrivé chez Coveo à Québec, qui est ma ville natale. D'abord à titre d'investisseur, et contrairement à ce que tu disais tantôt, je n'ai pas fondé Coveo. En fait, j'étais un peu un des angel believers, si on veut, dans l'entreprise. Et j'en ai pris la direction. Laurent Simoneau, qui a fondé avec son équipe Coveo, m'a demandé de prendre la direction en 2012, en fait, de l'entreprise. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé. Je dirais, la deuxième question était qu'est-ce qu'on tire de ces expériences-là et comment un peu on apprend à monter des entreprises comme ça. Je pense trois choses principalement, et c'est ce que j'ai vu dans Coveo initialement. D'abord, un peu comme Dax le mentionnait, l'impact de la technologie dans tous les marchés est profond. Et il est grand. Alors, on peut, avec de la technologie, identifier des marchés qui sont très, très grands. We can shape the future
essentiellement, et c'est ce qui est passionnant dans le domaine du logiciel, dans le domaine de la technologie. Lorsqu'on identifie des grands marchés où on peut avoir une technologie qui a des hautes barrières à l'entrée, où on peut maintenir ce qu'on appelle en anglais un sustainable competitive advantage, si on veut un avantage compétitif où il y a une pérennité, bien déjà là, il y a une business qui est assez excitante en soi. La deuxième chose que j'ai appris, c'est l'importance de créer de la valeur pour les clients at scale, c'est-à-dire sur une grande échelle. On réussit en autant que nos clients réussissent. Et la troisième chose, c'est d'être capable d'identifier le talent. C'est ce que j'ai vu personnellement chez Coveo et je me suis pas trompé. L'équipe qui était en place avait un talent absolument exceptionnel. Ce sont encore aujourd'hui, je considère, parmi les gens les plus intelligents et au meilleur jugement que je connais. Et ça, je pense que c'est important, non seulement le raw talent, mais toute la passion finalement qui anime ces gens-là. Alors, on est assis aujourd'hui avec Coveo, qui est encore une petite entreprise d'à peu près 250 personnes, mais qui, l'an dernier, a eu une croissance des ventes de 200% et qui est positionné comme le leader dans le domaine des moteurs de recherche et puis des outils qui permettent de rechercher de l'information, la livrer de manière pertinente, et tout ça. Et donc, pour le moment, ça demeure une aventure qui est très excitante pour nous. Excellent, excellent. Alors, peut-être une autre question pour Louis. Coveo, de ce qu'on a vu à date, c'est vraiment reconnu par des analystes Gartner et Forrester, comme étant l'entreprise qui est la plus visionnaire dans votre industrie. Et en effectuant la vérification diligente, lorsqu'on a regardé pour investir dans Coveo, on a vraiment eu un contact avec les clients et avec vos partenaires d'affaires et tous étaient très élogieux de leur relation qu'ils avaient avec vous. Comment tu expliques ça, cette recette-là? Bien, c'est-à-dire qu'en fait, ça revient un peu à ce que je mentionnais tantôt, creating value at scale. On réussit en technologie lorsque nos clients réussissent. Et notre job chez Coveo, c'est de livrer, en fait, la mission de Coveo, c'est de livrer la meilleure information disponible, peu importe dans quel système elle se trouve, pour chaque client et chaque employé. Alors, on parle de contextual relevance là, dans notre domaine. Et donc, si on veut être les meilleurs au monde dans ça, et je vais reparler de ce thème-là, ça passe par le succès des clients. Et dans notre cas, on s'adresse à un problème d'affaires qui est très important pour les clients. Il y a très peu d'entreprises qui peuvent solutionner ce problème-là. On a des fortes barrières à l'entrée par rapport à nos technologies. Et ce sont on dit des mission critical applications. Alors, on prend la satisfaction des clients. Pour nous, le succès des clients, c'est vraiment la stratégie dominante de nos entreprises. C'est vraiment tout le monde, et pour nous, la satisfaction des clients, ce n'est pas un département, c'est une culture d'entreprise. Et pour nous, l'équation, on a du succès lorsque nos clients ont du succès. C'est quelque chose qu'on répète constamment, et we mean it, comme on dit. On ne fait pas juste jeter de l'argent au problème, c'est vraiment une stratégie qui anime l'entreprise. Pour nous, notre équation, c'est qu'on doit créer 10 $ de valeur économique pour un client pour lui charger $1. C'est vraiment comme ça qu'on réfléchit et on veut que nos clients aient des gains stratégiques importants avec notre technologie, que ça shape their business, que ça change leur manière de fonctionner. Et donc, pour nous, c'est la seule mesure, la satisfaction des clients, c'est la seule mesure. C'est un peu comme le Net Promoter Score, si on veut, c'est la seule mesure qui compte. En fait, de façon un peu égoïste, on est également dans le SaaS business, dans le business de renewal. On a des revenus récurrents. Notre lifeline dépend de notre capacité à renouveler des revenus de clients, à éviter le churn rate, à conserver nos clients. Et il y a un side benefit, c'est que si on focus sur ça comme notre première priorité, bien finalement, on est capable d'aller upseller ces clients-là, on est capable d'aller leur revendre plus. Le client qu'on a, ça demeure le client le moins cher à aller vendre. Alors pour nous, c'est une stratégie qui est dominante, qui est gagnante, et je ne comprends pas comment aucune entreprise pourrait avoir du succès sans avoir customer first, customer satisfaction, customer success comme la number one strategy, si on veut.
Intéressant. Fait que dans le fond, si j'ai bien compris, vous êtes comme condamné à l'excellence. Ben, on se condamne nous-mêmes à l'excellence. De toute façon, dans le domaine dans lequel on est, je soupçonne que Dax et Jean-Paul ont sont dans le même paradigme. Dans le domaine de la technologie, on se doit d'être le meilleur au monde en quelque chose. Il n'y a pas de place pour le number two en technologie. Et c'est pour ça qu'il faut être très, très focusé. Et donc, oui, on se condamne nous-mêmes à l'excellence parce que c'est la seule façon de grandir. Bad news travel fast, but the good news is good news travel fast too. Et c'est comme ça qu'on peut croître très, très rapidement. Très inspirant, Louis. Jean-Paul, il y a plus que 12 milliards de valeurs de transactions par année qui transigent avec les solutions de Lightspeed. Et on sait que les solutions de Lightspeed sont utilisées par plus de 34 000 clients dans 100 pays. Ça, c'est assez quelque chose d'impressionnant, là. C'est quoi ta formule? Comment vous avez réussi ça? Donc le 12 milliards, c'était il y a quelques mois. Maintenant, on est à 14 milliards et 36 000 clients. Excusez, il y a une petite différence. Ça va avec notre nom Lightspeed, on va vite. Oui, ça va trop vite. Je pense qu'il y a plusieurs éléments à la formule. Moi, je suis pas fondateur, donc moi, toute ma vie, j'ai toujours travaillé pour des compagnies de logiciels et je suis toujours arrivé avec le premier gros investissement. Et mon rôle a toujours été de grossir des compagnies. Je pense que les règles d'or, c'est la première, il faut que la solution crée de la valeur. Je pense que Louis en a parlé. Dans le cas de Lightspeed, nous, on est dans une industrie qui est en complète révolution. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va techniquement dans des commerçants et on remplace des vieilles caisses enregistreuses en plastique noir par des iPads qui sont contrôlés dans le cloud. Et on a eu de la chance quelque part, c'est que cette industrie est en révolution. Et tout le monde connaît l'expérience Apple Store. Et tout commerçant aujourd'hui espère avoir la même expérience avec leurs clients. Donc, ça, c'est la première chose. Le marché est en révolution. Et on a eu de la chance avec Dax d'être le premier et d'avoir la meilleure solution sur le marché. On a toujours la meilleure solution sur le marché pour notre segment. Donc, ça facilite les ventes. La deuxième chose, je pense, qui est importante, c'est l'exécution. Et c'est là où, en fait, moi, je pense qu'on a beaucoup apporté au process. On a un process extrêmement rigoureux de vente. Et donc, ce qui nous permet d'aller plus vite que nos concurrents. Si vous regardez, il y a 2-3 ans, tous les nouveaux arrivants dans le marché avaient plus ou moins la même taille. Aujourd'hui, Lightspeed est de loin le plus gros sur le marché. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les autres joueurs sont restés petits. Et donc, comment est-ce qu'on attribue notre croissance? Je dirais qu'à notre habilité d'exécuter une mise en marché avec un process très contrôlé et une bonne compréhension de la valeur qu'on apporte aux clients. Je pense que Louis le mentionnait, mais qu'est-ce qui fait vendre, surtout dans notre industrie qui est du cloud? Nous, on va et on remplace des systèmes qui coûtaient 40 000 $ à installer il y a 10 ans, et on les remplace avec un système à 89 $ par mois. Donc, c'est un peu comme un abonnement téléphonique ou l'électricité. L'avantage, c'est qu'effectivement, le ticket d'entrée est beaucoup moins élevé. La difficulté, c'est que vous avez toujours besoin d'être le meilleur, parce que ça rend de changer d'un fournisseur à un autre pour le client est de plus en plus facile. Donc ça nous force à toujours rester en tête, et c'est ce qu'on a réussi à faire. La prochaine question s'adresse à vous trois, dans le fond. Si vous aviez 2 à 3 recommandations à formuler à ceux qui nous écoutent actuellement aujourd'hui, parce qu'on a des jeunes entrepreneurs dans l'auditoire, 2-3 recommandations à formuler pour savoir comment créer un joueur dominant dans son secteur, parce que c'est pas tout le monde qui est dans le même secteur que vous. Et ça serait quoi vos 2-3 recommandations, là? Je vais commencer avec Louis. En fait, la réponse est dans la question. Un joueur dominant, ça veut dire que si on s'appelle un joueur dominant, ça veut dire qu'on doit dominer dans quelque chose. Alors, je le mentionnais un petit peu tantôt, et je pense que ça résonne avec mes collègues ici. C'est le focus, d'abord et avant tout. Je vois énormément, comme vous, de business plan ou d'entrepreneurs technologiques et tout ça, et souvent, ça revient à une conversation autour du focus.
Identifiez les 2 ou 3 choses dans lesquelles vous êtes les meilleurs au monde. Double down, devenez encore meilleur là-dedans et ayez la discipline d'éliminer tout le reste finalement. Et donc, la différenciation en technologie, elle doit être, je pense qu'on parle souvent chez nous de 2 attributs dans la différenciation, elle doit être binaire. Ça veut dire que c'est un avantage, qu'il n'y a pas de discussion au niveau de votre avantage et elle doit être profonde, elle doit être pérenne, si on veut, doit durer. Alors, le focus, c'est ça. Le focus, c'est le focus à travailler à un endroit où vous pouvez, comme on le disait, créer de la valeur. Et donc, ça c'est vraiment la toute première. Et si j'avais une recommandation à faire, je ferais celle-là par rapport au business plan et aux entreprises qu'on voit. Le deuxième point, c'est les clients et les ventes, le succès des clients et les ventes. Une entreprise de technologie, ironiquement, ça ne passe pas par la technologie uniquement, ça passe d'abord et avant tout par les clients et les ventes. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de technologie. Il faut comprendre son client, comprendre son client sous l'épiderme, si on veut, de façon très, très intime. Pour comprendre le edge, ça se gagne souvent la technologie dans des détails de minutie. Dax refers to Apple, c'est vraiment, et c'est souvent la minutie qu'on apporte à rencontrer les intricate needs des clients qui est très important. Et ça se fait en étant devant les clients, en étant customer-centric, en étant dans les avions, en adoptant des stratégies comme ça. Et la troisième recommandation, c'est people. C'est qu'une compagnie de technologie, nous, on n'a pas de béton. Là. On peut pas aller à la banque et puis financer du béton, des infrastructures. On n'a pas d'actifs tangibles. L'actif d'une entreprise de technologie, ce sont des gens. Les gens, people have a story. On doit travailler on doit cultiver la collaboration, la confiance, la diversité. On ne peut pas trouver d'innovation là où il n'y a pas de diversité. On ne trouve pas de l'innovation dans de l'homogénéité, donc il faut avoir une culture qui est très, très tolérante. Et moi, je dis toujours, on embauche des gens intelligents, on n'est pas là pour leur dire quoi faire. On est là pour qu'ils nous disent quoi faire. Et moi, je dis toujours, be the dumbest guy in the crowd. Ça, c'est vraiment, je pense, la meilleure chose qu'on peut faire pour dominer, c'est de s'entourer de gens qui sont très, très forts. Encore une fois, on ne leur dit pas quoi faire, on partage une vision, on les enligne dans une direction. On ne demande qu'une chose de nos employés, une seule chose, la rigueur. Ce qu'ils font, on veut qu'ils le fassent bien. S'ils n'ont pas le goût de le faire, qu'ils aillent faire d'autres choses, mais on leur demande de la rigueur dans le travail qu'ils font. Ça, on l'exige. On est très exigeant sur la rigueur, mais en dehors de ces barèmes-là, on laisse les gens figure out, si on veut, la meilleure façon d'atteindre les objectifs. Puis, pour nous, c'est une recette qui fonctionne so far. C'est ça. Ça se résume à ces 3 choses-là. Merci, Louis. Dax, any recommendation, 2 to 3 recommendations for entrepreneurs that want to become a dominant player in the marketplace? So I think it comes down to one of the key ingredients, of course, is product and technology, right? What you're offering has to be, it can't be a Me Too product. It has to be disruptive. It has to be, if you're disrupting the current market and the legacy players in that market, you have to be a quantum leap ahead of what you're replacing. And I think your customers should be able to multiply their efforts by using your products. So it's up to you as a company to design products and technology and leverage technology so that that they stand out as in their industry, that they can use your software to have a great advantage over all of their competitors. So it has to be, you have to build something that's sticky, that people want to, as you were saying, SaaS software, recurring, a lot of, at least of us in the software business, it's recurring revenue. People pay every month to renew the software. So you have to continuously add value. You have to continuously add competitive advantage to that software. And you have to give your customers a reason that the longer they're with the software, the more value it adds, because the more history they have stored in the software, the more intelligence
the more insights, the more analytics they can have about their customers, about their business, about their purchasing. So I think having that sort of built into that ethos built into the technology, and then on top of that, designing the software such that everything has become so much more complex, but it does not have to become difficult to use, and it doesn't have to become design can be really leveraged. And I think that's I think one of the great reasons that so much great software is coming out of the Montreal and Quebec startups, is because we produce so many great, and we're going to talk about this later, but we produce so many great students that are coming out of universities and colleges here. This is a very design-rich province, and I think that's a great thing that we can bring to our products and our technology, is that aesthetic and that knowledge that look at what Apple's done. It doesn't matter what their competitors do, because they're able to build something in a way that's approachable. And you wouldn't say that, for example, the iPhone is less sophisticated than other phones, but it's more approachable. And I think design can be that secret ingredient in building that product that's very disruptive and differentiated. Fascinating. Jean-Paul, est-ce que tu veux compléter avec tes propres 2-3 recommandations pour nos entrepreneurs qui veulent bâtir un joueur dominant dans leur own field? Oui, c'est sûr qu'il faut un marché. Donc, pour revenir à ce que Louis disait, il faut un marché, il faut une différenciation claire. Pour revenir à ce que Dax disait, je pense qu'effectivement aujourd'hui, tout le monde veut rendre un process compliqué assez simple. Donc la technologie a beaucoup évolué, beaucoup plus facile à adopter. Mais je ne sais pas, pendant que Dax et Louis répondaient, je me disais, ce qui est assez difficile aujourd'hui, si on doit recommander à des nouveaux entrepreneurs, c'est qu'avec le cloud, la barrière à l'entrée est beaucoup plus difficile pour l'entrepreneur, parce que c'est une économie d'échelle. Et donc je dirais, n'essayez pas d'aller dans un marché qui a déjà un nouveau joueur qui a pris beaucoup d'importance, sans un élément différenciateur clé, parce que vous n'y arriverez pas. Donc ça, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que je regarde aujourd'hui Lightspeed, on est dominant. J'essaye d'imaginer un joueur qui voudrait venir prendre notre place aujourd'hui. Ça serait très difficile parce qu'on est tellement avancé en termes de financement, en termes de clients, en termes de revenus récurrents, que ça rend le dernier arrivant, ça rend la tâche pour le dernier arrivant quasiment impossible. Donc je me dis, il faut essayer de trouver un marché qui n'a pas encore été disrupted, qui n'a pas encore été attaqué par les nouvelles technologies et le cloud, et dans lequel vous pensez qu'il y a un énorme bénéfice. Donc c'est la première chose que La deuxième chose, c'est qu'on reçoit aussi beaucoup d'entrepreneurs, et je vois beaucoup de business case tout le temps. Et la question que je me pose toujours, c'est so what? Et c'est une question qui est toute simple, mais qui devrait normalement l'idée à un entrepreneur. Et le so what, ça veut dire so what? Est-ce qu'il y a assez de valeur pour le client pour changer? Et la deuxième partie du so what, c'est est-ce que le marché est assez grand? Parce que je vois aussi souvent beaucoup d'entrepreneurs qui ont une idée géniale dans un marché où il y a 500 potentiels clients. Ça limite un peu l'expansion. Donc, je dirais, essayer de trouver un marché qui est gros, essayer d'avoir un produit qui vraiment crée une différence. Et la dernière chose que je vois, c'est que souvent, la mise en marché, c'est la dernière question de l'entrepreneur qui a une idée. Et je pense que la commercialisation, c'est l'élément clé. Et souvent, j'entends des entrepreneurs me dire « Ah, mais on est trop jeune pour avoir un dirigeant des ventes. » Et pour moi, si je regarde même avec Dax et la valeur de Lightspeed, c'est que dès le début, même avant que j'arrive, il y avait toujours cette logique. Comment est-ce qu'on prend le marché? Qui va lider les ventes? Et cette perspective qu'à un moment, si l'idée est bonne, il faut que les gens l'achètent. Et souvent, c'est un peu la dernière roue du carrosse, c'est OK, comment je vais la vendre? Et donc, ce serait de mettre en avant aussi, dès le début, une stratégie pour commercialiser le produit. Très bon point, très bon point. Je passais à une autre question, et également, elle s'adresse à vous trois. On sait maintenant que tout est vélocité. Hein? Je veux dire, là, on a des produits, des technologies qui sont à l'avant-garde, mais on sait aussi que
il peut y avoir des nouveaux compétiteurs qui se présentent, on peut avoir des nouveaux partenaires, on peut avoir des nouveaux joueurs. Comment vous allez faire pour vous continuer à vous démarquer? Parce que là, vous êtes démarqué, vous avez vos éléments de différenciation, et ça, c'est très, très clair. Vous avez une position de leadership dans le monde, mais comment vous allez continuer à vous démarquer, à poursuivre le chemin du leadership mondial? Ouais. Ça, pour un investisseur, c'est important. Hein? C'est très important. Oui. Je pense que d'abord et avant tout, c'est la différenciation, c'est une culture. Mais je dirais qu'en pratique, il y a deux choses. On a besoin de gens qui sont passionnés à tous les jours. Ça passe par l'innovation, un peu comme Dax le mentionnait. Et il y a juste les gens passionnés qui se lèvent le matin avec le désir ardent de pousser l'enveloppe puis de changer les choses. Les gens passionnés sont les gens qui refusent le statu quo, qui veulent changer, qui veulent livrer de la qualité, qui veulent gagner, ainsi de suite. Bon. Alors, fondamentalement, l'innovation, c'est une culture et on se doit de cultiver ça. Ceci dit, ayant dit ça et ayant fait ça, on n'est jamais à l'abri de se faire disrupter de la même manière dont on disrupte les autres, en fait. Et il faut toujours garder une certaine dose de paranoïa, healthy, mais il faut toujours en garder une. Mais ceci dit, c'est là qu'on arrête l'aspect stratégique et qu'on rentre dans des aspects plus pratiques. Pour moi, la différenciation avec une pérennité, ça devient une équation mathématique, et Jean-Paul en a parlé un petit peu tantôt. Ce qui est, et j'amène ça à des métriques qui sont très concrètes. Ce qui est intéressant dans le domaine de la technologie, et personnellement, moi, comme investisseur, j'investis uniquement on a le choix aujourd'hui, dans des entreprises qui ont un gross margin très élevé. Et pourquoi le gross margin, high gross margins est important? C'est que fondamentalement, lorsqu'on a atteint le niveau de nos dépenses d'opération, de notre operational expense, le revenu additionnel que l'on gagne, si on veut, le revenu marginal, drops to the bottom line. Et donc, une compagnie devient gagne un avantage d'investissement qui est unfair, si on veut. C'est ce qu'on appelle le winner-take-all economy. C'est-à-dire que, et ça revient à mon point de tantôt, lorsqu'on est focusé, qu'on est le meilleur au monde dans quelque chose, no matter how narrow it is, on se ramasse dans un point où on gagne de plus en plus, on couvre nos frais d'opération, et ultimement, puisqu'on a une marge bénéficiaire brute qui est élevée, on drop to the bottom line, donc on a une capacité de réinvestissement dans le sales and marketing qui fait que, comme Jean-Paul disait tantôt, ça devient impossible de rattraper un gagnant. Et les gens se posent toujours la question, comment ça se fait que les compagnies de technologie valent si cher? C'est parce qu'une compagnie de technologie qui est dominante dans un marché, elle ne peut pas finalement se faire battre. C'est très difficile. Alors, quand on arrive dans cette zone-là, c'est comme ça qu'on garde notre competitive edge. C'est qu'on réinvestit constamment. Et évidemment, comme je disais, il faut être paranoïaque un petit peu. On peut se faire disrupter, mais fondamentalement, high margins is precisely l'argument pour garder le focus finalement et être le meilleur et demeurer très discipliné. Alors, ce sont des stratégies. On n'est jamais certain, mais la question était quelles sont les stratégies. C'est vraiment comme ça qu'on fait. Très articulé, très efficace, comme j'ai dit d'entrée de jeu. Du côté de Lightspeed, est-ce qu'il y a vraiment une stratégie ou un plan de match pour être sûr que vous n'êtes pas dépassé par un autre joueur? Ou... Ça peut arriver. C'est la vie, mais je pense que nous, on est toujours en mentalité start-up. Et je pense que souvent, il y a l'expression française s'endormir sur les lauriers. Souvent, quand on est gros, dominant en haut, on s'endort. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'endormir en fait? Je pense que ça veut dire la première chose, c'est de ne plus être à l'écoute du client et du marché. Et on voit bien ce qui s'est passé par exemple avec Microsoft et Apple. Microsoft, je pense, n'était plus trop à l'écoute des problèmes que les gens rencontraient, avait développé une solution ultra compliquée. Et Apple a justement fait l'opposé, écouter les clients et développer des solutions très simples. Donc, être à l'écoute, je pense que c'est le plus important parce qu'en fait,
il y aura toujours des nouveaux joueurs qui vont arriver, on est dans la technologie, et tous les jours, nous on vend dans 100 pays, donc dans chaque pays, il y a un petit concurrent qui clame pouvoir faire la même chose que nous, et si on n'est pas vraiment à l'écoute des gens qui font la commercialisation, des clients, des vendeurs, et de toute l'organisation, on peut ne plus prendre de décisions, et ne plus essayer de changer, qui est la pire des décisions. Donc l'écoute. La deuxième chose pour nous qui est importante, c'est d'être agile. Et chez Lightspeed, on a toujours au moins un grand tournant une fois par an. Et quand je dis un grand tournant, c'est de ne pas avoir peur d'admettre qu'on a fait une erreur et de faire un revirement à 180 degrés comme une start-up. Et l'exemple qui me vient à l'idée ici, c'est on sait que les commerçants maintenant qui sont dans le monde physique veulent de plus en plus vendre en ligne. Et à Lightspeed, au début, on s'est dit, on va développer notre propre solution aussi de e-commerce. Et bien qu'on avait investi, je dirais, des millions là-dedans et qu'on avait des développeurs et on avait toute une équipe, on s'est rendu compte qu'on n'allait jamais être assez compétitif. Et donc, on a pris la décision de se dire, regardons le marché, allons acheter un concurrent. Mm-hmm. Et je pense que souvent, les sociétés, plus elles grossissent, plus elles sont à l'aise et plus elles pensent qu'elles sont dominantes, moins elles ont le courage de faire des moves qui sont un peu drastiques. Et nous, on a cette approche qui est think globally, act locally, mais on veut vraiment toujours être un peu comme une start-up, quel que soit dans le pays où on a des bureaux. Et même nous, en haut, on n'a jamais peur de prendre une décision qui pourrait être dure, mais qui pourrait nous repositionner comme leader dans le marché. Et on fait ça assez régulièrement. Dans le fond, le statu quo, c'est pas une option. Jamais. 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 Et le statu quo dure un certain temps. Mais c'est sûr que je dirais que la difficulté, c'est quand on vend des solutions cloud, le statu quo peut durer 10 ans, mais à un moment, on va se faire... disons que la vélocité du marché est repoussée parce que la barrière à l'entrée des nouveaux joueurs est plus difficile. Je comprends. Je vais passer à une autre question. J'aimerais ça savoir, et puis, dans le fond, la question s'adresse particulièrement à Dax, parce que Dax, on sait qu'il vient de Vancouver, tu es arrivé ici à Montréal en 2000, et tu as vraiment décidé de faire pignon sur rue au Québec pour bâtir ta compagnie dominante mondialement. La question s'adresse à vous trois, mais j'aimerais ça en particulier avoir la réponse de Dax. Pourquoi tu as choisi de demeurer au Québec pour le faire? Yeah, I think this is such a cosmopolitan, for us in Montreal, this is a design city, a cosmopolitan city with lots of universities and colleges, and for the things that and I think that the city does technology extremely well, and I'll talk about that in a moment. Also does culture very well, and I think when you're building a software company, you have to have a company that's infused with culture just as much as code, And I think you have to have, things like design and communications and all of these talents as a software company just as much as you have to have great engineers. Thankfully, we have such a wealth of educational institutions here that are producing quality, candidates from in all of these realms. Added to that, I think, we have such a richness of cultures that live here, that it is so natural for us to do business anywhere in the world. For example, Lightspeed has done 3 acquisitions, in its history, 1 in the United States and 2 in Europe. And I think it's I'm not so sure that American companies or companies elsewhere, even in the rest of Canada, would feel as comfortable as we do, working with our colleagues in Belgium and in Amsterdam. They're multilingual. They have a range of cultures. We have no problem interacting with Silicon Valley. This is in fact, Canada is now being looked at as one of the best places to have a tech company. And that's a key part of that is because we can provide such a high quality of life, here in Canada for
We can pair people well, and they can enjoy a very high quality of life. And in Montreal, they can actually buy real estate. So That's they a good can point. people can grow with the Yeah. company, they can develop, and it's very different, and it's a different environment when people can grow with you, and they can develop with you. And we have a very collaborative tech ecosystem also. It's very, very rich. I always say that I give the example that when you compare an incubator for technology here in Montreal, it was 5 times 400 people applied, and in LA 75. So the amount of people coming out into the ecosystem, whether it's from schools or whether it's from leaving a previous employment and coming into the tech ecosystem, it's very rich here, and I think that's because of all of the cross currents of things that we find in the city. So it's a great place to do a startup. Great. Bien, It's so great. j'abonderai dans le même sens et je répéterai pas tout ce que Dax a dit, mais il suffit on pourrait construire un Lightspeed ou un Coveo de n'importe où. On est un peu des sociétés virtuelles, si on veut. On vend dans beaucoup de pays et puis ainsi de suite. Mais fondamentalement, il suffit de voyager un peu pour comprendre que, dans mon cas, la ville de Québec, Montréal, le Québec as a whole, a une diversité, une créativité, et pour moi, c'est synonyme d'innovation. Et diversité dit ouverture, dit aussi synonyme d'individus qui sont capables de s'adapter assez bien aux marchés internationaux. On sait que nos voisins du Sud ont parfois certains défis à s'adapter à des marchés étrangers. Dans notre cas, culturellement, on s'adapte très, très bien. Le Québec est un asset. La culture québécoise est un actif d'un point de vue global markets, d'un point de vue commercialisation internationale. On débarque en Europe, en Asie, même aux États-Unis, en fait. Et ils apprécient, je pense, notre culture. Alors ça c'est un élément important. Et une compagnie, c'est un peu comme, et je dirais sur une base plus personnelle, moi je souhaiterais que plus de Québécois réalisent ça. Je disais souvent, moi, si j'étais premier ministre, je ne le serais certainement jamais, je me ferais tirer des tomates, mais si j'étais premier ministre, peut-être j'achèterais un billet d'avion à chaque Québécois, puis ce serait pas pour Acapulco, ça serait pour aller voir à l'étranger, pour bien comprendre justement l'avantage et réaliser et tourner cet avantage-là. Parce qu'une entreprise, c'est comme un individu, c'est beaucoup de self-confidence. Et quand on a cette confiance-là, qu'on est capable d'aller conquérir des marchés, on réalise très rapidement qu'on n'est pas plus fou que les autres. Et c'est ça l'avantage au Québec. Les gens parlent souvent, je suis un peu ennuyé, moi, parfois, lorsqu'on parle de l'avantage du coût, l'avantage du currency, ainsi de suite. Pour avoir un standard of living ici, ça coûte moins cher. Ça, c'est un véritable avantage. Mais on peut pas miser des modèles d'affaires sur le dollar. On peut pas miser des modèles d'affaires sur les crédits d'impôt. On peut pas miser des modèles d'affaires sur des avantages qui sont, entre guillemets, artificiels parce qu'on en a d'autres. Puis c'est ça qu'il faut mettre de l'avant dans nos entreprises et on réussit à le faire. Il y a des gens qui comme Lightspeed qui réussissent très très bien à le faire et il faut écouter ça puis répéter ça. I had one more point on here. The government really supports innovation too, and I think that from our entire history from the beginning, I know we had a story of Investissement Québec investing recently, but it's also been through our history, Yes. and that's when we were doing trade shows and we were trying to expand to new countries, there was support along the way, and that's there's organizations from when you're very small to when you're growing, and you need those other stages. And I think there's support for innovators in the province and in the country, and it's very strong. That's why you see so many research facilities here, and that's why you see a lot of innovation happening here because people believe in it. Yeah, absolutely. Je dirais même, si je puis juste... je ne pense pas que Lightspeed aurait pu approcher les compagnies qu'on a achetées en Europe si nous n'avions pas une perspective qui était un peu plus internationale que juste nord-américaine. Voilà. Et juste pour donner quelques exemples, le Québec de toute manière est multiculturel et déjà à 2 langues. Donc il y a déjà une compréhension de l'autre qui est là et qui fait partie de la société. Et le Canada de la même manière. Et je pense que nous,
quand on a acheté les compagnies qu'on a achetées à l'étranger, souvent, à chaque fois, une fois que l'acquisition est faite, le CEO qui a accepté d'être acheté nous le dit. Vous nous avez compris beaucoup mieux que ce qui s'était passé avec des investisseurs de Californie. Et je pense que c'est une grande force. L'autre chose que je veux dire, c'est il y a des articles qui sortent de manière régulière. Je pense que maintenant, Montréal est dans les top 10 villes du monde pour tout ce qui est technologie. C'est sûr qu'il y a eu toute l'industrie du game qui a commencé, qui a amené beaucoup de talents et qui a développé beaucoup de talents. Et aujourd'hui, si on compare ce qu'on arrive à avoir ici au niveau multiculturel, au niveau créativité, au niveau design, par rapport à tous les autres bureaux dans le monde où il y a Lightspeed, on est dans 9 bureaux maintenant, il n'y a personne qui s'approche de ce qu'on a au Québec. Donc c'est une grande force. C'est de la musique à mes oreilles, ça c'est certain, certain, certain. On va passer à la question, la prochaine question dans le fond. On sait qu'actuellement, il n'y a pas vraiment de limite de ce que pouvaient faire les deux entreprises, tant au niveau, je dirais, des limitations de marché qu'au niveau vraiment là, de vos choix de clients, etc. Et si je vous posais la question, actuellement, c'est quoi vos plus grands obstacles pour la croissance de votre entreprise? Ce serait quoi? Oh mon Dieu. Je vais en mentionner qu'un. Vas-y, Louis. Le talent. Fondamentalement, on est, nous, et j'écoute le Lightspeed Story, on n'est pas contraint par l'opportunité de marché. On n'est pas contraint par notre capacité à compétitionner. On a des business models qui font du sens économiquement. On fait de l'argent lorsqu'on vend un client, donc we can do it at scale. On n'est pas contraint par l'argent. Fondamentalement, on est contraint par le talent et notre capacité finalement à continuer pas juste à court terme, là, dans les 3 prochains mois ou les 3 prochaines années, mais dans les 10, 20 prochaines années, à fournir du talent. Notamment parce que le talent en technologie, ce n'est pas que l'apanage des compagnies de technologie maintenant. Toutes les entreprises ont besoin de gens, cherchent des gens en technologie. Toutes les entreprises peuvent se faire disrupt, comme on disait tantôt. Les entreprises qui implantent Lightspeed ont besoin de gens de technologie, ainsi de suite. Et donc, il y a vraiment un besoin qui est criant. Et je pense que s'il y a un message à la société en général, au-delà du gouvernement, et ainsi de suite, c'est de créer un environnement où on continue à stimuler ce talent-là, à stimuler l'éducation, créer, évidemment, il ne faut pas ignorer un environnement fiscal qui soit favorable dans des marchés internationaux, etc., etc. Alors, pour nous, c'est le talent. C'est uniquement notre capacité. On a 69 postes d'ouverts présentement chez Coveo à combler, et puis c'est une tâche qui est très, très difficile. Mm-hmm. Je pense que j'avais eu aussi la même compréhension du côté de Lightspeed, que c'est le talent qui est vraiment l'obstacle à la croissance. Hein. Et puis ça m'amènerait justement à vous parler de façon très brève. Là. On a lancé chez Investissement Québec, je dirais, une offensive. C'est un mot assez fort, mais c'est une offensive pour rapatrier des gens, faire un reshoring, pour utiliser le terme anglais, de talents qui sont partis, en fait des Québécois qui sont partis à l'étranger, qui sont partis il y a 10, 15, 25 ans. Et on est convaincu qu'actuellement, il n'y a pas de meilleur timing pour ces gens-là de revenir au Québec, pour voir leurs amis, la famille, mais aussi parce que c'est des gens qui ont généré du dollar US. Ça va leur donner un grand pouvoir d'achat ici, justement, to buy buildings, to get a real house, a real home. Et aussi, il n'y a pas de problème de financement. Et le plus important, c'est qu'on est capable de leur offrir à ces gens-là des défis de travail, des défis professionnels à la hauteur des aspirations, aussi importants que de ce qui se fait à travers le monde. Alors, je voulais faire ma petite parenthèse sur notre projet de reshoring parce qu'on est là pour vous aider, nous. Hein? Ouais. Et puis, on sait que le talent, c'est un key issue. Alors, j'inviterais les gens, tu as dit tantôt que tu manquais 69 personnes, des talents en technologie. I don't know how many you're missing here. Nous, on embauche en ce moment 30 personnes par mois.
30 personnes par mois. Oui. Donc, Et on a, je sais pas, des centaines de postes ouverts. Juste, je veux faire un point parce que c'est quand même assez intéressant ce que disait Louis. Le talent, c'est la première chose pour nous. Donc, c'est de trouver les personnes qui vont amener la compagnie de 500 à 5000 employés. Et là où ça devient difficile, c'est qu'on n'est pas en Californie et il n'y a pas des centaines de compagnies qui sont dans l'environnement de Lightspeed aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui rend les postes beaucoup plus difficiles à trouver. Donc, par exemple, nous, on dépense beaucoup d'argent en ligne tous les mois pour essayer d'amener du trafic. De trouver un directeur du digital mondial qui a dépensé autant d'argent que nous en ligne devient impossible à trouver. Donc, en fait, souvent, on se retrouve dans des conversations où on espère, et je suis sûr que Louis a la même approche, et que nous, ma vision dans la vie, c'est je veux embaucher des gens qui vont m'amener où je vais aller. Et normalement, une personne qui a déjà été où moi je veux aller sera beaucoup mieux dans son travail. Mais aujourd'hui, ce qui est très difficile, c'est que je ne trouve personne, où j'ai du mal, dans certains postes bien précis, à trouver des gens qui ont fait plus que ce qu'on fait en ce moment. Et donc, ça rend la croissance impossible, et d'où l'importance, je pense, de votre projet, qui est d'essayer de trouver des Québécois qui sont partis travailler partout dans le monde, parce qu'à l'époque, ils avaient le sentiment qu'il n'y avait pas une économie assez dynamique et qu'il n'y avait peut-être pas les financements pour de la technologie. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Je pense que les États-Unis vont se retrouver un petit peu en difficulté au niveau technologie et au niveau investissement. Et je pense que c'est le meilleur moment de revenir parce que c'est très dynamique. Montréal est une ville très dynamique. Dax le disait, le nombre de startups qu'on voit, et c'est sûr que bon, elles aspirent à être Lightspeed, donc on les voit quasiment toutes, qui ont du financement et qui ont reçu du financement pour démarrer, qui ont un bon marché et une bonne technologie, il y en a de plus en plus. Et donc maintenant, je pense que ce qu'il faut pour combler le manque, c'est de trouver le talent. exact. Il faut que les gens comprennent qu'il y a une industrie forte de la technologie au Québec et reviennent pour justement prendre des postes clés dans des compagnies qui sont en train de grossir. Exactement. Et j'aimerais profiter des gens dans l'auditoire aujourd'hui pour leur dire, pouvez-vous ouvrir votre carnet de contacts domestique ou international parce qu'il y a des postes ici intéressants, il y a du talent, on en a besoin. Alors, ceci m'amène maintenant, après avoir parlé de notre projet de reshoring, on a peut-être des questions de l'auditoire. Je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps. Peut-être qu'on a le temps à une question, mais ce que je vous dis, c'est qu'on ne vous oubliera pas. Les autres gens qui ont posé des questions, on va les mettre sur le site d'Investissement Québec. On va mettre les réponses sur le site d'Investissement Québec parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est une rencontre très, très, très intéressante. Puis, on voulait vraiment aller en profondeur sur certains aspects critiques pour vous, les entrepreneurs, pour bâtir votre entreprise. Alors, j'ai une question, on va passer une question de l'auditoire. Et est-ce qu'on en a une? Oh, question intéressante. Et ça s'adresse à vous trois. It's for the three of you guys. Quelle a été la plus grande erreur que vous avez faite dans votre parcours et quelles leçons en avez-vous tirées? Parce que c'est sûr qu'il n'y a personne de parfait. Vous avez l'air parfait, il n'y a personne de parfait. Fait que c'est quoi les plus grandes erreurs que vous avez faites? Ouais. Et les leçons? The biggest mistakes. Il y en a tellement. Ah ben, je vais laisser, je vais commencer, tiens, bien simple. Je pense que nous, ça fait, avec notre équipe, ça fait 26 ans qu'on bâtit plusieurs compagnies de logiciels. Et je dirais que malgré certains succès qu'on a eus et tout ça, when we look back, lorsqu'on regarde en arrière, on réalise qu'on aurait pu en avoir plus et probablement que la plus grande erreur, c'est, ça se dit mieux en anglais, not bet on the future fast enough. Souvent, lorsqu'on bâtit une entreprise, et j'admire ce que Jean-Paul disait tantôt, il ne faut pas avoir peur de faire des bold decisions, de prendre des décisions en fonction du futur et ne pas se laisser hold back by legacy, si on veut. On a tous un passé dans une entreprise, on a des habitudes, on a des modèles d'affaires qui ont marché dans le passé, on est souvent retenu par ça. Et moi, je dirais que the future is always closer than you think. On est dans un domaine où le futur se déploie plus rapidement qu'on le pensait.
Tout le temps. J'entendais les chiffres de Gartner l'an dernier sur le Internet of Things. On disait 18 milliards de devices connectés en 2020. Mid-year, ils ont revisé les chiffres à 30. Et puis, à la fin de l'année 2015, dans leur dernier forecast, c'est 90 milliards de devices. Dans une année, de 18 milliards à 90 milliards de devices connectés par 2020. Alors, le futur arrive toujours plus vite. Donc, double down on the future. Et très rapidement, on embauche ahead of the curve le plus rapidement, plus vite, plus vite, plus vite. Tout le temps. Pour nous, c'est toujours et aujourd'hui, on n'hésite plus. On hésitait, on n'hésite plus. Lessons learned. Voilà. Dax, what is your biggest mistake? And what lesson have you learned? Please don't say hiring me. I think one thing that we should be open about is that it's we do put a lot of effort into making everything look good from the outside, but the reality is that when you can hardly call us a startup anymore. It's 11 years. 10 bad things happen in a day, and 2 good things, and you have to focus on the 2 good things. So there's mistakes continuously, and you have to recover. And I think that's like one of our values is it's basically embrace the unknown, because you're never going to get it right when you're going this quickly. And there's many times, in terms of mistakes, there's many times when we thought we could build it ourselves, when we couldn't. We should have partnered, or we should have bought. And those are the bigger types of things, but many things don't go right. And just because it looks like, Lightspeed or Coveo did this great thing or that great thing in the news, it doesn't mean that behind the scenes that there's many fires. I'm sure they are. This is just reality. I'm And sure when they you are. want to, and every business of every size can move at a fast pace, like a startup. But that's what you're going to have to expect. Actually, Yeah. my partner Laurent, and I'll be quick, always says that you're never as great as you look when everything goes well, and you're never as stupid as you look when everything goes bad. That's a good one to keep. That's a good one. Mais, That's a good one. Et toi, JP? Moi, je pense que les plus grosses erreurs sont souvent les erreurs qu'on ne reconnaît pas et qu'on ignore. Et si je regarde dans ma carrière, les erreurs que j'ai faites, elles étaient devant mon nez et malheureusement, j'ai pas été assez sensible pour les reconnaître. Et tout le monde dit on apprend plus de nos erreurs que de nos succès, c'est clair, j'en ai fait beaucoup dans ma vie. Et je pense que l'autre chose, c'est l'autre règle que j'ai, c'est qu'il ne faut jamais refaire la même erreur qu'une fois. Et souvent, il y a cette notion du single loop and double loop thinking, mais souvent les grosses erreurs, c'est celles qu'on fait plusieurs fois et on se dit mais mince, comment ça se fait que je me retrouve exactement dans cette situation? Et c'est souvent parce qu'on ne reconnaît pas l'erreur. Et donc c'est d'essayer d'accepter que l'erreur est une bonne chose, mais de très rapidement corriger le tir en fonction d'une mauvaise erreur. Très intéressant. Écoutez, le temps file. On aurait pu passer une autre heure avec nos invités, hein. C'est vraiment passionnant. Écoutez, moi, comme mot de la fin, ce que j'aimerais vous dire, c'est tout d'abord, merci beaucoup d'avoir été ici parmi nous pour échanger. J'espère que ça a été apprécié par les gens de l'auditoire. En fait, j'en suis convaincue. Et moi, ce que je peux dire à la fin, c'est que je pense qu'on a vraiment des entrepreneurs exceptionnels qui sont ici alentour de la table, mais pas juste des entrepreneurs exceptionnels, on a aussi des personnes exceptionnelles qui donnent, qui redonnent, qui s'investissent pour la société. Alors, merci beaucoup. Ceci termine Merci, le Céline. webinaire.